Hey, salut à toi, moi c'est Jérémy, et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne de Matcha Manga, le podcast où on parle manga, le temps d'un matcha. Donc, aujourd'hui ce sera un épisode review sur One Piece, que je vais tenter de faire d'une manière un petit peu différente de d'habitude, parce que ça fait quelques temps que je n'ai pas pu en faire malheureusement, et du coup actuellement je pense soit à réfléchir, soit à l'arrêt de ce type de format, soit à changer un petit peu ma manière de faire, qui reviendrait certainement à créer un autre Insta pour le podcast, pour que ce soit un petit peu plus récurrent, tout ça. Je ne sais pas trop, j'avoue, mais vers quoi me diriger, mais en vrai, on verra un petit peu, mais si jamais tu as une idée, n'hésite pas en tout cas. C'est le genre de retour qui fait toujours avancer les choses. Bref, la dernière fois, je m'étais arrêté au chapitre 1093, avec l'arrivée imminente de Saint Saturne sur Egghead. Saturne qui est, je le rappelle, l'une des plus hautes pointures du gouvernement mondial, qui est une des 5 étoiles qu'on voit régulièrement. Et en attendant, on a toujours Luffy et Kizaru qui se battent plus ou moins sérieusement ensemble. Du coup, le temps de permettre à l'équipage de Chapeau de Paille de pouvoir retrouver le Sunny et s'enfuir de l'île avec Vegapunk. Et donc, dans ce podcast, je te parlerai des chapitres 1094 à 1101, qui est le dernier sorti à ce jour, donc on est le 10 décembre actuellement. Donc pour ces chapitres, on aura du coup en 2-3 parties distinctes même. La première allant du chapitre 1094-1095 qui va faire la poursuite un petit peu du combat sur Egghead, et la seconde quant à elle nous parlera un petit peu plus en détail du passé de Bonnie et surtout de son père, donc Bartholomew Kuma, qui est décidément la pierre angulaire de pas mal d'intrigues actuelles. Et la dernière du coup ce sera un petit peu sur la fin de sa vie, mais du coup c'est pas vraiment la fin de sa vie, mais du coup ça sera sur la continuité de son enfant. En début on aura son enfance et après on verra comment il grandira et un petit peu tout ce qu'il fera donc avec les révolutionnaires et tout ça. Donc passons donc à la première partie. Donc je vais te résumer un petit peu ce qui va se passer. Donc tu as Saint Saturne qui est une sorte de démon en réalité, qui possède des pouvoirs un petit peu étranges qui surpassent le haki. Donc, est-ce que ça surpasse le haki? Est-ce que c'est une forme de haki différente? C'est notre maîtrise? On ne sait pas trop. En tout cas sa présence sous sa forme démoniaque permet de tuer les simples soldats rien qu'en le voyant. Donc est-ce que ce serait une sorte de haki des rois vraiment hyper développé? On sait pas trop. Enfin, vraiment les simples soldats. Mais c'est vrai que du coup, ça leur est interdit de le voir, sous peine de mourir. Voilà. Et de l'autre côté, on a Kizaru qui soit ne s'est pas assez méfié de Luffy, soit c'est tout simplement fait surprendre par la puissance du nouvel empereur, mais en tout cas, il a pas été mis KO directement, mais il est vraiment bien sonné pour un bout de temps, par l'énorme patate de Luffy, et Luffy, du coup, lui, il a eu le contre-coup de sa forme, sa nouvelle forme, le Gear 5, et bon, tous les deux sont un petit peu, ils sont un petit peu KO quand même, on va pas se mentir. Bon. En tout cas, ils se combattent plus actuellement. Donc on va passer à la deuxième partie qui enchaîne assez vite, sur le début de l'histoire de Kuma quand il est jeune, et la bataille sur God Valley. Je vais te résumer un petit peu tout ce qui est important à retenir de tout ça, sans rentrer dans les détails de la narration de tout ce qui a pu se passer. Donc fait important, du coup on a Kuma qui descend de la race des boucaniers, ou Buccaneers, ça dépend un petit peu de la traduction qui sera faite officiellement, qui est une race destinée, selon Saturne, à l'esclavage, sans trop qu'on sache pourquoi, à cause de leur force physique peut-être, ou leur résistance hors du commun, une espèce de physique vraiment spécifique qui les destine à porter des choses, à devenir des esclaves, je sais pas trop. En tout cas, il a été directement réduit en esclavage par les dragons célestes, depuis qu'il est tout petit, tout comme son père et sa mère, pardon. Et du coup, avant qu'ils soient tous les deux directement et indirectement assassinés de sang-froid. Mais après, en vrai, ce qui est le pire dans tout ça, c'est que en fait, le père de Kuma en fait se fait littéralement tuer devant lui, mais on voit pas vraiment de réaction particulière. Ce qui est un peu bizarre, parce que du coup, par la suite, on verra quand même qu'il a des sentiments, le bonhomme. Mais on aurait pu s'attendre à, je sais pas, une révolte, un truc comme ça, mais là, bon, son père se fait tuer devant lui. Bon, bref. Est-ce qu'il avait pas un petit peu des petits problèmes quand il était jeune? On sait pas trop. Ou est-ce qu'il avait une maîtrise de soi suffisamment importante pour se dire, bon, si je me révolte, je vais aussi me faire tuer. On sait pas. Voilà. Donc il y a tout un passage aussi sur ce qui s'est passé sur God Valley,
du moins en partie. Alors bon, pour te résumer un petit peu les choses de ce qui se passe sur God Valley, du coup on a des esclaves qui sont jetés pour faire l'objet d'une chasse à l'homme, et aussi tu as aussi toute la population locale qui va servir de bétail, quoi, pour les dragons célestes et en fait pour leur amusement. Voilà. On y retrouvera d'ailleurs 3 grands noms, enfin sur cette île en tout cas en tant qu'esclaves. Du coup on aura Ivankov, Ginny et Kuma. Donc là c'est le côté des esclaves, qu'on retrouvera bien sûr plus tard dans les révolutionnaires. Mais après aussi, surtout sur cette île, tu as le fameux saint Garling Figarlang, un peu compliqué à dire tout ça, qui est le fameux chevalier divin qui avait exécuté un dragon céleste il y a de cela quelques chapitres en arrière. Et en partie sur lui, vraiment ce qu'on peut vraiment noter, c'est sa grande ressemblance avec un certain pirate aux cheveux roux qui est connu de tous. Alors, est-ce que c'est une coïncidence ? En vrai, moi les coïncidences dans One Piece, pour moi ça n'existe pas. Donc c'est forcé qu'il ait un lien avec Shanks. Est-ce que c'est son père ? Est-ce que si c'est son grand-père ? Est-ce que c'est quelque chose ? C'est son cousin ? Je sais pas. D'ailleurs, dans ce passage, on a quand même beaucoup de storytelling, que ce soit sur le fait que les fruits du coussinet et de la carpe, donc le fruit de la carpe c'est celui de Kaido, par la suite, du coup ils étaient sur cette île, on sait pas trop pourquoi non plus, est-ce que c'était un trésor, est-ce que c'est une récompense, en vrai je me rappelle plus, peut-être que c'est noté. T'as l'arrivée de l'équipage des Rocks et tous les grands noms qui le composent. Du coup, t'as entre autres Kaido, t'as Big Mom, t'as Barbe Blanche, t'as Rox d'Ishebek évidemment. Tu as Shiki de Lion d'Or, tu as Stussy, tu as l'ancienne reine de Amazon Lily qui s'appelle Gloriosa. Mais aussi t'as le fameux capitaine John. D'ailleurs, c'est une espèce d'easter egg assez sympa parce que du coup, le capitaine John, en fait, c'est le zombie qui avait une bouteille à la main sur Thriller Bark. Et c'est aussi celui dont Baggy cherche éperdument le trésor, qu'il avait la carte, et du coup c'est ce qu'il voulait vraiment trouver. Du coup il me semble d'ailleurs que c'est même pour ça qu'il tombe à la mer, sauf qu'il avait mangé son fruit avant, le fruit de la fragmentation, et du coup c'est comme ça qu'il coule, et du coup c'est pour ça qu'il en veut aussi à Shanks de lui avoir donné ça, il me semble, si ma mémoire est vraiment bonne. Bref, c'est un sacré équipage, et je me demande encore vraiment comment ils ont pu perdre. Ce qui d'ailleurs sera pas expliqué dans ces chapitres. Enfin, on sait qu'il y a une baston, parce que du coup t'as Gold Roger, et tu as aussi Garp et les Marines qui arrivent, mais comment ce méga équipage a pu perdre en vrai ? Est-ce qu'il y a une trahison ? Est-ce qu'il y a quelque chose ? On sait pas encore, mais j'espère qu'on le découvrira dans pas trop longtemps. D'ailleurs aussi à ce propos, on va quand même dire un petit mot sur Nika, que Kuma a entendu parler de son père avant qu'il ne meure, et que du coup tous les esclaves, enfin un peu comme tous les esclaves, mais lui il a vraiment un lien en particulier avec Nika, et qu'il attend un petit peu comme le Messie, et qui va même prendre en exemple dans le besoin et l'envie de sauver un maximum de gens et de redonner le sourire. Donc il s'identifie un petit peu à Nika, et ce qui va influencer un petit peu son destin, je trouve. Et là on va passer à la 3e partie, donc sur Kuma adulte, quand il va rentrer avec les révolutionnaires, et aussi sa transformation en cyborg qui va arriver par la suite. Donc je passe un petit peu sur tous les détails, mais on voit bien encore une nouvelle fois la continuité qui a amené Kuma à faire partie des révolutionnaires, et aussi ce qui fera basculer son destin vers sa transformation en cyborg. Alors, en vrai, on s'en doutait un petit peu qu'il avait fait ça pour sa fille, mais du coup on sait maintenant qu'il s'agissait de la sauver d'une maladie incurable. Donc une fois de plus, il s'est sacrifié pour les autres. Alors, en vrai, ce qu'on pourrait dire de Kuma, vraiment ce qu'on pourrait résumer de lui, c'est gentillesse, sacrifice, voilà. C'est vraiment deux points qui le caractérisent vraiment. Un autre point intéressant aussi, ce sont toutes ces interactions qu'il aura avec ce qui est sans doute le personnage le plus mystérieux de One Piece encore, hein, c'est-à-dire Monkey D. Dragon, que l'on voit plus ou moins jeune d'ailleurs au début, et d'ailleurs il est même pas encore tatoué, la première fois qu'on le voit, mais il le saura par la suite. Et d'accord, il se fait tatouer les motifs d'un bandeau qu'il a à la jambe gauche au début, et qui sera ensuite repris sur son visage. Alors, pourquoi il fait ça ? Dans quelle situation ? Ça, on sait pas encore. Est-ce que ce serait une intrigue intéressante ? Sans doute, parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, dans One Piece, il y a très peu, il y a aucune coïncidence, en fait. C'est toujours des choses qui sont faites pour des raisons. Donc là, est-ce que ce sera en lien avec son passé, encore une fois ? On sait pas. Mais on le saura peut-être un jour. Aussi, plus tard, quand on le voit aussi
du côté de East Blue, où Kuma lui demande s'il connaissait ce jeune enfant qui s'entraîne dans la forêt, mais que Dragon refuse de croiser ni rien, pour ne pas le mêler du coup à son histoire et à ce qu'il fait actuellement. C'est un petit peu bizarre de dire cela avec ce flashback, mais en tout cas, je trouve que ces éléments supplémentaires sur ce personnage de Dragon fait qu'il devient de plus en plus humain. Il sort vraiment du mythe qui l'entoure, et c'est pas plus mal, j'avoue, qu'il se dévoile un petit peu, parce que bon, One Piece arrive sur sa fin, et on a envie d'en apprendre un petit peu plus quand même sur le père de Luffy. Du coup, pour finir cette troisième partie, un petit mot quand même sur Bonnie qui se fait soigner du coup gentiment sur son île, mais qui reste surveillé quand même par une agent du gouvernement, afin de s'assurer que Kuma ne l'approche plus, comme c'était convié dans son accord avec le gouvernement. Donc en fait, le gouvernement soigne Bonnie, mais en échange, il faut que Kuma se fasse robotiser, qui serve donc de modèle pour les futurs robots de Vegapunk, qui servent aussi du coup à toutes ces expériences-là. Et en échange, du coup, le gouvernement va soigner sa fille. Et du coup, il y a un accord jusqu'à l'âge de ses 10 ans, en tout cas. Parce que du coup, d'ici les 10 ans de Bonnie, en vrai, du coup, Kuma devrait être totalement robotisé et perdra totalement sa conscience. Ce qui fera que dans tous les cas, il oubliera qu'il a une fille et tout ça. Donc c'est un deal vraiment bâtard. Hein. Comme d'habitude avec tout ce que fait le gouvernement mondial, on sent que de toute façon ce sont vraiment pas les gentils dans l'histoire. Hein. Et ça on le savait depuis un bout de temps, mais à chaque fois ils confirment que c'est des gros bâtards. Et du coup, donc Bonnie en fait se fait soigner tranquillement, et sauf que du coup en fait elle apprend vers l'âge de ses 8-9 ans qu'elle est déjà soignée depuis un petit bout de temps, et du coup elle va péter un câble, elle va dire attends, vous m'avez tous menti, donc moi je vais partir à la recherche de mon père, parce que ça fait je sais plus combien d'années qu'elle l'a pas vu, et qu'elle a pas de nouvelles, parce que en fait Kuma lui envoie des lettres, sauf que toutes ces lettres étaient interceptées par l'agent du gouvernement. Et du coup c'est vers l'âge de ses 8-9 ans qu'elle va pas finir par partir, par prendre la voie de la mer et de la piraterie pour retrouver son père, donc en utilisant ses pouvoirs, qui rappellent d'ailleurs étrangement un petit peu ceux de Luffy. D'ailleurs c'est ce qui arrive, c'est ce qu'elle dit à la fin du chapitre 1101, c'est qu'on lui rappelle que du coup Nika avait les pouvoirs vraiment de faire un petit peu ce qu'il voulait de son corps et de tout, quoi. Et en fait à la fin elle met une énorme patate à l'agent du gouvernement, avec un bras énorme qui ressemble un petit peu à ce que Luffy peut faire, en fait. Et donc je rappelle quand même qu'elle est censée avoir mangé le Toshi no Mi, qui lui donne normalement la capacité de rajeunir ou de vieillir toute personne selon ses désirs, mais aussi qu'elle peut faire sur elle-même. Mais du coup ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore vu, c'est qu'en fait elle peut déformer son anatomie, comme le fait donc Luffy, parce qu'en gros elle va pouvoir se vieillir, mais dans un univers un petit peu parallèle, un univers où du coup elle aurait des bras en fait, comme Luffy il peut le faire par exemple. Et donc elle a un point vraiment spécifique, parce qu'en gros elle peut ramener des gens en fait dans une dimension parallèle, un petit peu une version des gens plutôt, d'une dimension ou d'un avenir parallèle, comme ça en fait. C'est vraiment très très bizarre. Encore un pouvoir qui est vraiment bien détourné, je trouve, et on se demande aussi un petit peu ce qu'elle pourra en faire. Est-ce qu'on en verra plus? Est-ce que elle va pouvoir aussi agir du coup sur l'île de Egghead pour aider les autres? Ça on sait pas. Peut-être, ce serait cool en vrai de pouvoir découvrir un petit peu plus ce personnage vraiment dans la réalité, maintenant qu'on en sait plus sur son passé, et qu'elle reste pas un petit peu en mode plante verte, et laisser faire tous les chapeaux de paille à sa place, pour sauver un petit peu tout ce qu'elle veut. Donc ça on verra peut-être dans le chapitre suivant, je sais pas encore ce que nous réserve le chapitre 1102, est-ce que ce sera encore du flashback, ou est-ce qu'on retrouvera le présent du coup pour continuer un petit peu cette fuite de l'île d'Egghead. Une petite conclusion quand même pour finir. Ce que j'ai vraiment aimé dans tous ces chapitres, c'est vraiment le lien que le passé de Kuma en fait va tisser entre les différentes intrigues. Donc soit sa rétention sur God Valley, qui reste toujours un moment clé et aussi un petit peu inconnu de l'histoire, parce que là on en sait un petit peu plus, mais on ne sait pas tout ce qui s'est passé sur cette île. Que ce soit aussi son entrée chez les révolutionnaires, et sa cohabitation avec des personnages
comme Dragon, comme Ivankov ou encore Sabo, son passage dans les mains de Vegapunk aussi, et le fait qu'il devienne grand corsaire pour sauver sa fille en réalité. On voit aussi ces liens qu'il va tisser dans un trio avec Sentomaru, Vegapunk et Kizaru par la même occasion, qui fait un quatuor du coup au final. Et peut-être aussi le plus important, je pense, c'est son attachement à Nika, et donc l'explication du pourquoi du comment il a aidé Luffy et son équipage sur Sabaody. Je pense que l'on va vraiment arriver tout bientôt donc à la fin de ce flashback, d'ici un chapitre 2. En tout cas, j'ai vraiment hâte de connaître la suite de tout ça. Et aussi, comme je le disais lors de la précédente review, on sent vraiment que l'on arrive vers la fin, et que Oda raccroche pas mal de wagons qu'il avait disséminés ici et là. Même si bon, il en rajoute quelques-uns, comme ce fameux Saint-Figarland, que tu as aussi l'épisode de God Valley qui n'est pas encore totalement clos, ou encore t'as tout le mystère qui règne autour de Saturne, et aussi des autres étoiles du gouvernement, avec leur forme un petit peu chelou là. Mais aussi c'est pour ça que j'aime One Piece, et que j'ai toujours une impatience de l'extrême en fait à chaque semaine, à chaque chapitre qui sort, puisque j'ai vraiment hâte de savoir tout ce que Oda nous réserve par la suite. Écoute, là c'est la fin du podcast. Comme toujours, n'hésite pas à me donner vraiment ton ressenti en commentaire sur l'article dédié sur Insta, mon Insta Matcha Manga, et à laisser un petit 5 étoiles ou une note positive sur le podcast, ça me fait toujours plaisir, et ça m'encourage aussi à continuer dans ce sens-là. Écoute, maintenant, je n'ai plus qu'à te dire un grand merci à toi, et qui vient vraiment du fond du cœur pour ton temps, et surtout pour ton écoute. Je n'ai plus qu'à te souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend un petit peu du moment où tu l'écoutes, et puis à la prochaine. Salut.